Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast d'un journaliste dans les coulisses du pouvoir. C'est une séquence, vous le savez, d'une demi-heure qui est diffusée uniquement le lundi, midi, heure d'Haïti. Je m'appelle Israël Jackie Cantave et voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Des intellos derrière le chaos. Je sais plus où j'ai lu cette phrase sur l'idéologie, mais c'est avec elle que je souhaite quand même commencer l'épisode 4 de ce podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. L'idéologie, c'est un système de pensée cohérent avec lui-même, mais non avec la réalité. Et derrière tout pouvoir se cache une idéologie développée par des intellectuels. Alors, il y a des gens qui pensaient pouvoir Martelly, son pouvoir comme si crivé comme ça, c'est Sweet Mickey qui décidait de mener Jean Milio dans le pouvoir, ou Nelson qui était contre le football avec qui ses amis Bali, Mikavin qui ses amis Bali, qui Timon qui leve nan mel, yo nan toute soirée, etc. Gen moun qui pensait c'est moun sa yo seulement qui était avec Michel Joseph Martelly. Leur fouillez bien, si on connaît équipe nan bien, ou après nous compte que Michel Martelly était bien entouré. Bon, on ne va pas parler de cellules grises qui étaient là depuis la construction pour voir les Maillard-Paul. Thierry Maillard-Paul, pour ne pas citer non, c'est quand même un bon cerveau, c'est quand même une belle tête. Grégory Maillard-Paul, c'est quand même un homme intelligent, c'est quand même une belle tête. Donc, en dehors de moun qui était plus visible, moun qui était plus sous moun yo, te gagné en arrière-plan, dans l'ombre, quelquefois, un ensemble de intellectuels qui étaient construits discours Michel Joseph Martelly, qui étaient essayés, tant bien que mal, des fois contre lui-même, contre Michel Martelly, essayer construire posture président Michel Martelly, essayer construire pouvoir Michel Martelly. Donc c'est pas un bagage qui te paraît comme si comme ça c'est juste un essai. Non, il y avait une idéologie derrière. Mon objectif dans ce podcast, ce n'est pas de dire que c'était bien ou c'était mal. Non, il y a d'autres instances pour ça. Moi, je fais que raconter. Je fais qu'expliquer ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre. Derrière Michel Martelly, je dis qu'il y avait une idéologie. En pile moun ouais, moun qui te paraît yo. Mais Michel Martelly gagnait un entourage. Il gagnait un environnement. C'est ça tout le monde connaît, hein, c'est environnement musique là. Mais les Michel Martelly vient rendre compte que li pral dans deuxième tour élection, li décidé mandé moun qui connaît. Et comme Michel Martelly levé dans un entourage politique ancré dans le duvalierisme d'abord, dans le jean-claudisme ensuite, forcément, toute figure idéologique, politique que le gagne,
c'est des figures idéologiques duvalieristes ou jean-claudistes. Michel Martelly gagnait deux pères spirituels duvalieristes et jean-claudistes qui menaient côté lié. Michel Martelly sait s'entourer. Dans le groupe d'intellectuels qui a construit le pouvoir tête calée, il y a des têtes connues, il y a des têtes moins connues. Il y en a qui ont voulu paraître, mais il y en a qui sont restés dans l'ombre. Moi, pas prêt à parler de ça qui pas voulu paraître, yo. Ils ont peut-être leur raison, mais je vais parler de ceux qui se sont montrés, ceux qui ont pris leur courage pour construire l'idéologie, pour ancrer l'idéologie à travers Martelly et pour propager l'idéologie. Dans ce chapitre, je vais parler de 3 intellectuels que j'ai vus à l'œuvre au moment de mettre en place le premier gouvernement Martelly, qui était le gouvernement Coni. D'abord, Rony Gillot, de regretter mémoire. Quand je suis arrivé au cercle Bellevue, là où se trouvait, on va dire, le QG de campagne de Michel Martelly, on m'a présenté à Rony Gillot. C'est un homme que je ne connaissais pas, en tout cas que j'avais jamais vu avant, mais j'ai été amené à d'abord lire ce qu'il écrit, puisque c'est un homme qui écrit beaucoup. Donc, j'ai lu de temps en temps un livre de Rony Gillot, mais je n'avais aucune habitude de travail avec lui avant. Je pouvais le rencontrer 1 ou 2 fois dans des séances de livres, de livres en liberté, dans des séances de livres en folie. Mais c'est pas quelqu'un que je côtoyais avant. Mais j'ai découvert un homme qui n'est pas si différent de ses bouquins, en ce sens que j'ai découvert un faiseur de rois. C'est un homme de l'ombre, mais combien important dans la quête, dans la consolidation de différents pouvoirs. C'est l'un des plus grands portraitistes d'hommes politiques haïtiens. Ben pour cause, si c'est lui qui les fabrique, il peut quand même en parler et c'est naturel. Il connaît les hommes politiques haïtiens par cœur. Il les côtoie au jour le jour, les fait sénateur, les fait député, l'elfine fait yo, l'aime dit le fait yo, c'est-à-dire les construit discours pour yo pour y aller dans campagne, les construit discours pour yo les yo fin parlementaire, les mène yo rencontrer des grands hommes du pouvoir du pays, les connaît yo par cœur.
c'est quand même Ronnie Gillot, pour ceux qui ne le savaient pas, qui a apporté le plus grand nombre d'intrants au programme de campagne de Michel Martelly. Les 4 piliers du programme, les 4 E, vous vous en souvenez, les 4 axes prioritaires de la reconstruction, l'idéologie du pouvoir Martelly, l'ordre, la discipline, le gant de fer. C'est quand même Ronnie Gillot qui est à la base de tout cela. Mais j'ai découvert un homme sage, un homme courtois, avec des formules de politesse complètement d'un autre temps. Mais j'ai découvert aussi un homme méticuleux, un homme assidu dans son travail. Si Ronnie Gillot a écrit un texte, avant que l'y fait n'importe qui bagaille, que ce soit manger ou boire un bagaille, ou même s'il était bien tard dans la nuit, tout le pas fini, écrit texte là, il pas déplacé de côté le chita. Donc c'est ou bien, ou dit le sort dit là avant l'écrit texte là, ou bien on dit li après elle finit écrit texte là. Mais au pas déranger pendant que l'a écrit texte là, et le pas laisser le déranger non plus pendant que l'a écrit texte là. Ronnie Gillot est toujours en train d'écrire quelque chose. Et quand il s'arrête, ce qui n'arrive pas souvent, c'est pour dire quelque chose. En plus du programme de campagne, c'est Ronnie Gillot qui a mis en forme la déclaration de politique générale de Gary Coney au moment où celui-ci devait se présenter au Parlement sous Michel Martelly. D'ailleurs, c'est lui qui a été le premier directeur de cabinet de Gary Coney. Et moi, j'étais le conseiller chargé de la communication. Au cabinet, il y avait une espèce de routine quotidienne. Chaque matin, je devais lui faire une espèce de revue de l'actualité. Non seulement je lui présentais cette revue en dur, il le voulait en dur, je devais lui envoyer la revue par mail, mais il prenait une espèce de plaisir que je vienne lui lire la revue de la semaine. Il me disait toujours, je retiens mieux quand j'entends. Il s'asseyait toujours en face de la porte et à ses côtés, il y avait toujours un autre homme qui lui chuchotait à l'oreille. Et cet homme-là s'appelle Théodore Achille. Théodore Achille, lui, je le connaissais pas du tout. Je l'avais jamais rencontré auparavant. Puis en plus, si, son nom me disait quelque chose, mais en même temps, je n'avais pas vraiment d'idée de qui il était. C'est Ronnie Gillot qui me l'a présenté et il me l'a présenté comme étant son bras droit. Donc après, j'ai su qu'ils avaient collaboré ensemble dans le gouvernement de Jean-Claude, etc., etc. Mais il n'était pas de ma génération. Il était plutôt quelqu'un de réservé qui parlait pas beaucoup à la presse, mis à part quelques événements privés, mais bon, je le connaissais pas. Mais quand je l'ai vu la première fois aussi, c'était quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui, il y avait une espèce de, autant on peut voir quelqu'un qui est affable, etc., et qui est d'un abord facile, mais autant lui, il avait une espèce de masque. Je comprenais pas bien. Il n'invitait pas souvent à venir le voir.
il lisait beaucoup et il avait une espèce de complicité avec René Gilot. Quand René finissait d'écrire quelque chose, de temps en temps, il le donnait à Théodore pour que celui-ci jette un coup d'œil. Donc, j'ai compris par la suite qu'il travaillait en binôme et que René écrivait beaucoup, mais lui, il synthétisait ce qu'écrivait René Gilot. Théodore Achille, pur produit du valieriste, aussi, était l'un des intellectuels qui était à la construction, à la propagation de l'idéologie qui était derrière le pouvoir PHTK. Peut-être que ils sont des vestiges, des résidus de Duvalier, et avec tout cela, avec tout ce que ça charrie comme matière grise, avec tout ce que ça charrie comme matière tout court, matière intellectuelle tout court, mais avec tout ce que ça charrie comme discours, comme narratif, comme ce qu'il fallait projeter. Alors, je ne suis pas en train de dire que le pouvoir de Martelly était un pouvoir duvalieriste. Parce que le duvalierisme, le jean-claudisme, je ne saurais pas bien le définir. Mais c'était un programme politique qui était arrivé dans un contexte différent, un contexte atypique, puisque on venait de traverser un tremblement de terre. Donc, le gros du programme pour appuyer l'idéologie politique véhiculée par ces hommes-là se retrouvait dans la reconstruction, puisqu'il fallait reconstruire un pays qui était complètement en lambeaux après le passage de ce tremblement de terre. Donc, 2011, la première année, ne pouvait pas être une année où on pouvait asseoir une idéologie politique. Il fallait agir tout de suite et on n'avait pas besoin d'une idéologie pour savoir qu'il fallait reconstruire. On n'avait pas besoin d'une idéologie pour savoir qu'il y avait des choses à faire, puisque ce qu'il y avait à faire était pratiquement visible. Donc, on ne pouvait pas sentir l'idéologie derrière, en tout cas véhiculée par ces hommes-là. Mais on a compris que ces deux hommes-là étaient un socle sur lequel reposait le pouvoir. Mais tout cela, c'est si les hommes qui vont être au pouvoir, c'est-à-dire qui vont vraiment diriger, c'est si ces hommes-là arrivent à mettre en application le programme politique qui englobait cette idéologie. On finira par voir par la suite que les hommes qui sont arrivés au pouvoir concrètement n'ont pas su adapter le programme et les projets politiques par rapport à cette idéologie. Dans le quartier général de la campagne, il y avait aussi un autre homme. Lui, il n'était pas là en permanence, mais il était venu de temps en temps dans le QG de campagne là
et surtout dans la déclaration de politique générale du premier gouvernement Kony, la politique étrangère, notamment les rapports entre la République dominicaine et Haïti, c'est lui qui a apporté les intrants dans la déclaration de politique générale et c'est lui qui a construit, rédigé ce pan de la déclaration de politique générale qui intéressait la politique extérieure d'Haïti et surtout les réformes de la diplomatie haïtienne. Lui, il s'appelle Daniel Supplice. Daniel Supplice, lui, je le connaissais, presque tout le monde le connaissait. C'est quand même quelqu'un qui intervenait beaucoup dans la presse à cette époque, et peut-être même avant. C'est un sociologue, donc on le sait, c'est quelqu'un qui participait à beaucoup de conférences, donc on le connaissait plus ou moins. C'est un intellectuel de calibre, très versé dans la diplomatie, dans les relations internationales. Et je vous le disais juste avant de passer à ce plan que c'est quand même lui qui a rédigé toute la politique extérieure du gouvernement Kony. Donc, c'est un intellectuel qui a écrit beaucoup sur les relations entre Haïti et la République dominicaine. C'est un intellectuel qui a beaucoup produit aussi sur la vision extérieure d'Haïti, sur les réformes de la diplomatie. Il était évident que, à un certain moment, tout le monde savait que Daniel Supplice allait être le ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement Kony, le premier, parce que toute la politique extérieure, c'est quand même lui qui l'a mise en place dans la déclaration de politique générale. C'est lui qui a produit des études sur les relations bilatérales entre Haïti et la République dominicaine, qui a été ambassadeur à plusieurs reprises et qui, justement, maîtrisait ces relations internationales. Donc, il venait de temps en temps au QG de campagne, aux côtés de Rony, de Théodore, etc. Et il discutait tout le temps sur l'apport, sur la position d'Haïti dans le monde, mais surtout sur ce que doit faire Haïti pour améliorer sa posture internationale, ce que doit faire Haïti pour améliorer ses relations avec les autres pays, notamment par rapport à l'oncle Sam et par rapport aux grands pays occidentaux, le Canada et la France, mais surtout par rapport aux pays du Sud, aux pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Donc, il était l'un des cerveaux de ce pouvoir. Je disais donc que Daniel Supplice était pressenti, bon, on va dire, il était même clair que Daniel Supplice allait être le ministre des Affaires étrangères de ce premier gouvernement Kony. Mais ce qui s'est passé, c'est que Laurent Lamotte, étant l'artisan de ce pouvoir, étant celui qui, politiquement, économiquement, avait le dernier mot, puisque c'était, on va dire la chose, l'ancien patron de Michel Martelly. Donc, à ce moment-là, Laurent Lamotte a choisi d'être ministre des Affaires étrangères. Au final, Daniel Supplice a été obligé de se résigner, de se contenter d'un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui, tout le monde le sait, n'est pas un ministère, n'est pas un portefeuille qui est prisé au sein
du gouvernement. Mais dans son discours d'installation, il avait bien fait comprendre au président Michel Martelly, lors de son installation au MAV, c'était en octobre, le 19 octobre 2011. Il a dit, en regardant Michel Martelly vraiment les yeux dans les yeux, il a dit « Je sais me battre. Je me suis déjà battu. J'ai perdu. J'ai gagné aussi. » Il n'avait pas caché sa frustration et on le sait, comme il a été devancé par Laurent Lamotte, il ne pouvait pas dire grand-chose parce que Laurent Lamotte, il le sait, était un artisan du pouvoir, mais il a quand même profité de son installation pour régler ses comptes. Il a dit au président, « Je vous ai supporté et accompagné à un moment où vous n'étiez pas fréquentable. » Et il a promis d'entrée de jeu de gagner le pari. Daniel Supplice, il a toujours dit qu'il était un soldat qui perd certes des batailles, mais qui n'abandonne jamais et qui n'abandonnera pas la guerre. Mais je vous ai parlé de ces trois hommes puisque ce sont eux que j'ai le plus côtoyés en tant qu'intellectuel. Je vous parlerai d'un autre après. Parce que j'ai vu ce qu'ils ont voulu apporter comme intrant au niveau de l'idéologie de ce pouvoir, de ce régime tête calée. Mais je vous le disais, dans un pays, dans un contexte de construction, de reconstruction, on ne pouvait pas encore parler d'idéologie et il n'y avait aucun moyen de faire atterrir une idéologie politique dans un pays dont la priorité était la reconstruction. Mais ces trois exemples montrent que derrière Michel Martelly, il y avait une construction intellectuelle. Est-ce que c'était la bonne? Est-ce que c'était la meilleure? Est-ce qu'elle n'était pas bonne? Est-ce qu'elle était pire que telle ou telle autre idéologie ou telle autre construction intellectuelle? Je ne jugerai pas et je vous laisse, vous, juge de ça. Certains disent que c'est un pouvoir qui était à droite, avec ça et là des petits programmes sociaux, des petits projets. Mais bon, on a compris que derrière, dans la construction idéologique du pouvoir de Martelly, il y avait des duvalieristes, des jean-claudistes en majorité. Avec ces hommes, on a compris que s'il n'y avait pas le tremblement de terre, s'il n'y avait pas le tremblement de terre, peut-être que Martelly n'aurait jamais été candidat. Ça, on ne le saura jamais. Mais on a compris que le régime Martelly allait se duvaliériser. Le régime Martelly allait se droitiser en ce sens que lui, Martelly, est issu de cette idéologie politique et son entourage immédiat qui était dans la construction intellectuelle venait de cet horizon politique. Donc, ce n'est pas sans raison non plus que c'est Gary Coney qui allait devenir son premier ministre. Gary Coney, il faut le savoir, c'est quand même le fils de Serge Coney, un duvalieriste pur sang. Mais, mis à part ces trois intellectuels que j'ai croisés, que j'ai côtoyés pendant le régime, il y a un quatrième. Et ceux qui étaient
aux alentours du pouvoir ou ceux qui étaient juste au courant de certaines coulisses de ce pouvoir, déjà vont deviner de qui je parle. Lui aussi, à l'instar de Daniel Supplice, a été, dans les premières heures du pouvoir, un frustré parce que il n'a pas eu ce qu'il voulait et il n'a pas eu ce pourquoi il a beaucoup travaillé, ce pourquoi il s'est beaucoup impliqué dans la campagne. Mais il allait, au fur et à mesure, s'imposer pour enfin être récompensé. Il était le quatrième intellectuel, à mon avis, qui était derrière l'idéologie de ce pouvoir martelé. Il s'appelle Wilson Lalo. Wilson Lalo, l'éternel professeur. C'est le thème de l'épisode de la prochaine de IJC, le podcast. Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. À suivre la semaine prochaine. IJC, le podcast saison 2, épisode 4, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et comme dit un vieux proverbe haïtien, petit bout de couteau, mieux pas ses ongles. Ce podcast est désormais disponible sur notre page YouTube IJC Group, sur notre page Facebook IJC Group, sur notre page Instagram IJC Group, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner sur notre page YouTube en cliquant sur la petite cloche en haut et à droite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 4 de la saison 2 de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir.